Bienvenue, imprudent mortel. Il y a longtemps déjà j'avais évoqué un serviteur de la mort breton sans pour autant vous l'avoir présenté. Je pense aujourd'hui qu'il faudrait que ce soit chose faite. Alors approchez-vous du feu et asseyez-vous, et écoutez l'histoire cruelle de l'Ankou. Les Bretons parmi vous auront peut-être avoir une idée de qui je parle. Il s'agit en fait de la personnification, non pas de la mort comme on le croit, mais plutôt d'un serviteur de celle-ci dans le folklore breton. En tous les cas, c'était donc bien l'Ankou, si vous voulez, qui menait les gens à leur mort et qui était donc ce qu'on appelle un psychopompe, c'est-à-dire une sorte de divinité servante de la mort qui mène les âmes jusque dans l'au-delà. On prétendait en Bretagne qu'il s'agissait du dernier mort de l'année dans la paroisse concernée. Plus rarement, au contraire, du premier dans l'année. Ce qui voulait dire, théoriquement, que l'Ankou, ça pouvait être votre grand-mère, votre voisin ou votre parrain, selon les cas. C'était sympathique. Mais au fond, peu importe qui c'était. On disait toujours que l'Ankou se présentait de la même façon. Soit sous l'aspect d'un humain décharné, semblant être un cadavre qui marche, avec de longs cheveux blancs, un feutre et des vêtements traditionnels tombant en lambeaux, soit de la mort telle que nous l'imaginons habituellement, avec l'aspect de la faucheuse, un squelette drapé d'un linceul. Dans les deux cas, on disait qu'il avait une faux. Une faux qui était aiguisée à l'envers pour pouvoir, littéralement, attraper la vie de celui vers qui il l'a lancée. Cette même faux qui est reforgée dans le conte de la faux de l'Ankou, qui était le premier que j'avais raconté ici. Cette faux avait été portée chez Fank Harflock, qui avait eu le tort de continuer à travailler après minuit, la nuit de Noël. Donc, l'Ankou était passé chez lui pour lui faire forger sa faux, et sans surprise, Fank meurt le lendemain. En fait, même bien intentionnés, les humains qui approchent ou qui aident l'Ankou d'une quelconque manière ont tendance à ne pas passer la nuit dans les contes bretons. Car bien sûr, entendre ou voir l'Ankou était toujours de mauvais augure. On disait que dans ce cas, le témoin soit mourrait lui-même dans peu de temps, soit que cela était annonciateur de la mort d'un proche selon les versions. L'Ankou était censé se déplacer sur une charrette dont les pignons grinçaient toujours horriblement. C'était ce grincement qui était redouté. Rien que l'entendre, disait-on, était donc présageant d'une mort proche. Tout du moins, c'étaient les habitants de l'Argoat qui disaient cela, c'est-à-dire l'intérieur des terres bretonnes. Car les habitants de l'Armor, c'est-à-dire au bord de la mer, eux, affirmaient qu'ils voyaient l'Ankou sur le Bagnose, ou littéralement bateau noir. Il s'agissait donc d'une barque, plus logique pour les habitants du rivage. Et d'où donc peut bien sortir pareille créature? On pense que c'est une version christianisée d'un dieu gaulois, Sucellos, ou un dieu irlandais, Eokid Olater, ou encore Dagda. Ces derniers sont capables de tuer ou de donner la vie avec leur arme, qui est un maillet ou une massue. Et c'est pourquoi l'Ankou est parfois aussi représenté avec, à la place de sa faux, ce qu'on appelle un maillet béni. Quant à savoir où il vivait, il s'agissait des monts d'Arrée, de sinistre réputation, parce qu'on prétendait qu'ils ouvraient sur l'enfer. Quand je dis que c'était de mauvais augure de croiser l'Ankou, même si vous n'avez rien fait, contrairement à la légende de Fank Harflock, il y en a d'autres aussi, où cela arrive à des personnes bien intentionnées, comme dans le conte de Marie-Job Kierguénou, qui était commissionnaire à l'île Grande. Une nuit en rentrant de Lannion, Marie-Job croisa un vieil homme en détresse au bord d'un chemin. Elle lui vint en aide et l'accompagna jusqu'au cimetière de l'île Grande,
à sa demande. Arrivé sur les lieux, l'homme prit les traits de la mort. Il s'agissait de Mathias Carvenec, décédé voici 15 ans. Depuis, il errait parce qu'il n'est pas tenu parole. Il aurait dû ramener les os d'un compagnon de régiment mort à la guerre jusqu'au cimetière de l'île Grande. Ce fut chose faite grâce à Marie-Job et l'homme put reposer en paix. Mais le lendemain, Marie-Job fut retrouvée morte dans son lit. Je n'ai jamais dit que les contes bretons étaient très justes. Pour le reste, l'encou ressemble à une véritable obsession en Bretagne, réputée superstitieuse certes, mais on le voit partout. Il est taillé dans pas mal de murs d'église, notamment à l'entrée, et dans les tympans de celle-ci. Dans les cimetières également, les ossuaires, etc. Les Bretons, bien qu'ils aient peur de l'encou, semblent étonnamment familiers avec la mort. Parce que ils affirmaient que les décédés de leur famille pouvaient leur rendre visite, notamment à la période de Noël ou de la Toussaint. Il était d'usage de leur laisser à manger sur la table. Bien sûr, cela descend d'une superstition païenne, encore une fois. Mais cette région fut une de celles qui les garda le plus longtemps. Certains auteurs modernes, aujourd'hui encore, peuvent continuer à se servir de l'encou. Vous vous souvenez probablement de l'épisode de Camelot où il est question de lui, bien que Camelot soit censé se passer en Grande-Bretagne et non en Bretagne donc. Le grincement de sa charrette est redouté par une maîtresse d'Arthur, consécutivement au décès d'un serviteur. Et effectivement, l'encou vient chercher le domestique en question. Il est phosphorescent, ça je ne garantis pas que c'était dans les mythes, et il porte un large feutre, mais à part ça, il n'a pas l'air si vilain, contrairement à d'habitude. Il est même étonnamment prévenant. Il s'inquiète, pour commencer, de connaître l'identité du trépassé. Et quand Arthur l'informe que ce n'était pas quelqu'un de sa famille, l'encou semble soulagé, car il n'aime pas les gens tristes. Paradoxalement. Ensuite, s'il est monté jusque dans le château, ce n'est pas pour aller chercher quelqu'un d'autre ou faire un mauvais présage, c'est juste qu'il doit emporter le cadavre du serviteur, mais trouve que celui-ci est trop lourd, et il veut simplement de l'aide pour le transporter jusqu'à sa charrette. Oui, ça ne s'invente pas. L'un des albums de Spirou et Fantasio s'appelle également L'Encou, rédigé dans les 70 par Fournier, qui est un auteur breton et engagé. Ce n'est pas très étonnant qu'il ait fait intervenir le folklore de sa région d'origine. Dans un album du reste militant, car il y était question de la mise au point d'une très dangereuse bombe atomique. Si dangereuse que l'encou savait que si elle devait exister et exploser, il n'aurait plus jamais de clients. Toute la population humaine serait anéantie. Voilà pourquoi il apparaît, curieusement, alors que nous sommes en plein XXe siècle, et devant des sceptiques. Fantasio s'obstinant jusqu'à la dernière minute à ne pas croire que c'est réellement l'encou. Mais c'est bien lui. Il s'assure en fait de ce que la bombe sera bien détruite et semble finalement soulagé de savoir qu'elle ne servira jamais. J'espère que cette histoire vous aura intéressé. Vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous voulez me soutenir, voyez le lien en description de Tipeee et du Ko-fi. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de commenter et de regarder sous votre lit en éteindre la lumière. Au revoir, imprudent mortel.